Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Vincent Bernard. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire militaire et membre de la rédaction de Guerre et Histoire, et vous avez beaucoup travaillé sur la guerre de sécession américaine. Vous y avez notamment consacré des biographies aux généraux Robert Lee et Ulysse Grant, et votre dernier livre, La guerre de sécession, la grande guerre américaine, 1861-1865, est paru aux éditions Passé Composé. Pour commencer, un historien français qui s'intéresse à la guerre de sécession, c'est un peu comme un historien américain qui s'intéresserait à notre Révolution française. On se dit que vous devez avoir un angle d'approche particulier. Quel est votre French touch? Oui, alors en effet, des historiens américains qui s'intéressent à différents pans de l'histoire de France, et en a, figurez-vous, un bon paquet, en réalité. Effectivement, alors au-delà de la plaisanterie, je me suis simplement rendu compte, moi c'est une période qui me passionne depuis très très longtemps, un conflit qui dans l'histoire militaire contemporaine a une place particulièrement éminente à tout point de vue, et je me suis simplement rendu compte qu'on ne le connaissait en France au mieux que de manière très superficielle, au travers de quelques ouvrages, alors soit confidentiels, soit très orientés, soit quelques synthèses générales, mais très peu de choses finalement au-delà. Ma perspective a été d'essayer de faire une synthèse qui soit... alors, il existe des synthèses traduites, hein, celle de James Macpherson, par exemple, qui est très célèbre et à raison, parce que c'est un bouquin exceptionnel, mais qui est un petit peu difficile d'accès pour les Français, parce que ça nécessite pas mal de prérequis, et c'est une approche quand même très, très américano-américaine du conflit. Et puis, il y a celle de John Keegan, qui est britannique, et qui est plus axée sur l'histoire militaire, mais bon, qui est un petit peu aride, si je puis me permettre. Donc j'ai essayé simplement de dresser une synthèse en forme de récit sur ce conflit pour en montrer d'une part la grande complexité par rapport aux images d'Épinal qu'on a un petit peu en tête par rapport à ça, et d'autre part un angle un peu particulier que j'ai voulu mettre en avant aussi, c'est son intensité, son importance par comparaison avec l'expérience européenne de la Grande Guerre, puisque bon, sans que ce soit tout à fait comparable, c'est l'expérience sur le sol américain qui correspond le plus en fait au vécu européen de la Grande Guerre. Et pour parler des différences entre les Américains et les Européens, même le terme n'est pas identique des deux côtés de l'Atlantique. En France et en Europe, on parle de guerre de sécession et aux États-Unis, ils parlent de civil war, de guerre civile. Ouais. Pourquoi est-ce qu'une dénomination commune ne s'est pas imposée? Alors ça, c'est dès l'origine. En Europe, on a beaucoup parlé de guerre de sécession. Alors en France, mais pas seulement, hein, dans beaucoup de pays européens. Et aux États-Unis, il y a différents noms qui ont été alors des noms déjà sectionnels, c'est-à-dire le Sud a beaucoup parlé de guerre d'agression du Nord, ou de guerre entre les États pour mettre en avant sa propre perspective. Le Nord a parlé au contraire de guerre de rébellion, parmi d'autres dénominations. Et finalement, ce qui s'est imposé au fil du temps, c'est effectivement le vocable de civil war, de guerre civile, alors qui est à la fois tout à fait approprié, hein, il n'est pas inexact, mais je trouve que la dénomination européenne de guerre de sécession est finalement peut-être plus pertinente dans le sens où elle met en avant le fait il y a une dimension guerre d'indépendance qui est un petit peu nié, j'allais dire, dans la mentalité américaine, parce que c'est difficile d'accepter l'idée que les États-Unis sont un pays mortel, finalement, comme n'importe quel. En Europe, des empires sont nés, ont vécu et ont disparu. Et peut-être qu'aux États-Unis, cette idée-là est un petit peu difficile à admettre. Donc, le terme de civil war néglige peut-être ce côté deux peuples affrontés qui a eu un début de réalité quand même pendant la guerre. Donc, c'est pour ça, bon, après, c'est tout à fait discutable. Mais je trouve que le terme de guerre de sécession, tel qu'on l'utilise en France et en Europe, est assez approprié, parce qu'en réalité strictement descriptif en fait. La raison principale de la guerre est le rôle, la place de l'esclavage, cette institution particulière. Quelle est la place de l'esclavage justement dans les différents États en ce milieu du 19e siècle? Alors oui, c'est l'esclavage et la toile de fond. Alors il y a eu énormément de débats et des débats orientés pour savoir si l'esclavage était la cause, l'unique cause ou pas la cause du tout de la guerre de sécession. C'est indéniablement la toile de fond qui structure la différenciation qui s'établit entre le Nord et le Sud. Alors au milieu du 19e siècle, on a finalement
un esclavage qui a totalement disparu des États du Nord. Il a existé à l'origine du pays, mais il a totalement disparu au fil des décennies. Et donc, il demeure très implanté dans le sud, alors en particulier dans ce qu'on appelle les cotton states, dont l'économie dépend de la culture du coton, qui est particulièrement adaptée donc aux plantations, l'économie de plantation et à la, comment dire, à un nombre d'esclaves, une main d'œuvre captive, j'allais dire, très importante. Mhm. Et il existe encore aussi dans ce qu'on appelle les border states, c'est-à-dire les États au sud, qui sont un peu entre les deux camps, j'allais dire entre les deux parties du pays, c'est-à-dire la Virginie, le Kentucky, le Tennessee, le Maryland, enfin toute cette région-là, qui est un petit peu tiraillée entre les deux et où l'esclavage existe encore, est encore assez, voire très présent, mais relativement en déclin quand même. Donc on a voilà ces trois parties, j'allais dire, le Nord libre qui est totalement débarrassé de l'institution particulière, comme on appelle ça à l'époque, Mhm. des border states où on a encore une minorité d'esclaves assez importante, et puis les États cotonniers où les esclaves sont non seulement très nombreux, mais parfois majoritaires dans la population, comme au Mississippi ou en Caroline du Sud, par exemple. Et vous dites dans le livre que cet antagonisme sur la question de l'esclavage se double aussi d'un second point de friction qui est sur celui de l'autonomie de chaque État par rapport à l'État fédéral. Est-ce que ces lignes de fracture se rejoignent et est-ce que cette question de l'autonomie va prendre un peu le pas sur la question de l'esclavage durant cette guerre? Alors pour les sécessionnistes, c'est un peu un prétexte. Hein. Tout le raisonnement sécessionniste s'appuie sur l'autonomie non seulement l'autonomie, mais la souveraineté des États, pouvant, le cas échéant, rompre l'union et se déclarer indépendants s'ils estiment que leurs libertés sont bafouées. Donc c'est à la fois un prétexte et en même temps c'est ce qui structure aussi une certaine forme de mentalité. La Caroline du Sud, par exemple, qui est j'allais dire l'épicentre de la sécession, a déjà menacé de faire sécession dans les années 1830 pour une question de tarifs douaniers. Donc c'est quelque chose, c'est un élément qui est assez récurrent. Et effectivement, on a donc au sud cette mentalité d'État plus ou moins libre et en tout cas ne tolérant pas que ni le Nord ni l'État fédéral se mêlent de son droit de propriété entre guillemets, propriété des esclaves, et puis un Nord qui est de plus en plus soudé autour. Alors l'État fédéral est encore relativement faible à cette époque-là, mais enfin voilà, il y a un sentiment plus national peut-être au Nord dès cette époque-là. La Caroline du Sud, c'est le premier État qui a fait sécession. Donc c'était en décembre 1860, juste après l'élection du candidat républicain Abraham Lincoln à la présidence des États-Unis. Et elle va être suivie très rapidement par 6 autres États, et donc du Sud. Vous racontez justement les différences entre le Nord et le Sud en termes d'économie, d'industrialisation, d'agriculture. Également une différence en termes de nombre d'habitants. Le Nord est beaucoup plus peuplé. En fait, on se demande quels sont les points communs entre le Nord et le Sud. Alors, il faut pas exagérer la fracture dans le sens où il y a quand même un passé commun, même si c'est un passé qui n'a finalement que quelques décennies vraiment en termes de passé national. Il y a des souvenirs communs qui structurent le pays. La guerre contre l'indépendance, évidemment, la guerre d'indépendance, la guerre de 1812 contre les Anglais, une même passion, j'allais dire, de l'expansionnisme vers les grandes plaines de l'Ouest. Donc c'est un pays ce sont pas deux peuples fondamentalement différents, mais qui prennent des trajectoires différentes parce que leurs économies sont différentes, leurs mentalités deviennent différentes. Tocqueville écrit des lignes dans les années 1830 qui sont très 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 pertinentes dans sa compréhension des fractures qui sont en cours justement. Et donc voilà, il faut pas exagérer ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a pas deux peuples totalement séparés, mais voilà, il y a des lignes de fracture qui deviennent suffisamment importantes pour, lorsque les conditions sont réunies pour que la guerre éclate, et ben chacun se défend de son camp, j'allais dire. La date communément acceptée, donc comme début de la guerre, c'est le bombardement et la prise du Fort Sumter en Caroline du Sud par l'armée confédérée en avril 1861. À ce moment-là, au début de la guerre, quel est l'état des lieux des forces militaires en présence? Alors il est très faible. La sécession donc de Caroline du Sud, qui date de la fin décembre 1860 et qui rejoint petit à petit par 6 autres États pour créer la Confédération. Finalement, son appareil militaire à ce moment-là, c'est quelques milliers de miliciens, hein, à peine. Même si le nouveau gouvernement confédéré a déjà décrété l'appel de 100 000 volontaires.
mais c'est quelque chose qui est très progressif. Donc on a en fait dans les deux camps, on part de quasiment rien. Le Nord dispose de l'armée fédérale qui fait une quinzaine de milliers d'hommes, mais qui est tellement dispersée, répartie en petits postes à travers tout le continent finalement, jusqu'en Californie, dans l'Oregon, Texas, que ni Washington ni la nouvelle capitale confédérée Richmond ne sont capables d'assembler plus de quelques milliers d'hommes au tout début des hostilités. Donc on a une montée en puissance progressive, une mobilisation progressive des milices qui se structurent, qui s'organisent, qui s'arment comme elles peuvent avec ce qu'on trouve dans les arsenaux du pays. Mais voilà, tout ça c'est progressif et ça, on va aboutir à l'été 1861. Vous avez à peu près, pour donner un ordre d'idée, vous avez 180 000 soldats en armes au nord et 110 ou 115 000 au sud. Et vous avez dit il faut nuancer cet affrontement entre le nord et le sud, de part et d'autre de la ligne qui s'appelle la ligne Mason-Dixon. Et en fait, vous le dites, il y a une espèce de gradient entre le nord et le sud en termes d'adhésion aux idées abolitionnistes. Et vous donnez l'exemple des comtés du nord-ouest de la Virginie qui, en 1863, vont se séparer de cet État et former un nouvel État, celui de la Virginie occidentale. Est-ce que, pendant la guerre, il y a eu beaucoup de mouvements de population et de militaires pour rejoindre le camp d'en face? Alors il y a eu il y a des transfuges entre guillemets dans des deux côtés. Et d'abord, il y a beaucoup d'officiers. On a beaucoup dit que les officiers du Sud avaient rejoint en masse la Confédération, ce qui est assez vrai, mais ils sont loin d'être. Enfin, c'est loin d'être le sentiment unanime. Il y a pas mal de sudistes finalement qui restent dans l'armée du Nord, dans les armées du Nord, dans les armées fédérales. Au niveau des simples soldats, j'allais dire, c'est surtout dans les border states où on trouve des volontaires pour les deux camps. C'est-à-dire si on prend le Kentucky, si on prend le Maryland ou le Missouri, finalement il y a des gens qui vont se porter volontaires pour les milices sudistes, d'autres pour les milices nordistes. Donc on a un partage dans ces régions-là qui est assez je sais pas, de l'ordre, par exemple au Kentucky, ça doit être de l'ordre de 3/4 pour le nord et 1/4 pour le sud. Au Missouri, ce sera plutôt 2/3, 1/3. Enfin voilà, ça se partage dans les deux camps. Oui. La capitale du Nord, c'est bien entendu Washington. Celle du Sud, c'est Richmond en Virginie. Et en fait, elles sont distantes d'environ 200 kilomètres, pas plus. Est-ce que cette proximité géographique, vous pensez, a contribué à modeler la guerre? Je veux dire, est-ce que le Nord, par exemple, pouvait accepter d'avoir une menace aussi près de son territoire? Ah non, alors c'est très 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 clairement un élément structurant du conflit, c'est effectivement le fait que la capitale sudiste s'installe à Richmond, en plus en Virginie, qui est un État, je le rappelle assez souvent, mais on l'ignore assez aujourd'hui. C'est un État qui est pas un État parmi d'autres, c'est un État qui est un peu le cœur politique de des vieux États-Unis, de la vieille Union. C'était la patrie de George Washington, c'est la patrie de Thomas Jefferson et voilà d'un tas de pères fondateurs, et c'était vraiment la vie. Alors quand la Virginie bascule dans la sécession en avril 1861, c'est vraiment un coup de tonnerre. Et le fait d'installer la capitale confédérée à Richmond, c'est véritablement vécu comme un défi assez insupportable. Donc c'est dans cette région-là, c'est entre Washington et Richmond que les deux principales armées vont se monter progressivement et s'affronter pendant 4 longues années finalement. Donc oui, c'est un élément fondamental des opérations militaires qui suivent. Oui. Et outre ce théâtre nord-est des opérations, des affrontements vont avoir lieu sur tout l'axe est-ouest des États-Unis. Est-ce que ces autres fronts sont déterminants dans l'issue de la guerre? Oui, et en particulier le front, ce qu'on a appelé le front occidental, c'est-à-dire entre les Appalaches et le fleuve Mississippi finalement, qui est assez négligé et qui en réalité va porter une grande partie des efforts de l'Union, en particulier du général Grant avant qu'il ne devienne général en chef. Il y remporte beaucoup de victoires importantes et c'est vraiment là que la Confédération va être petit à petit grignotée, puis même coupé en deux, parce que le Nord parvient en 1863 à s'emparer de l'ensemble du cours du Mississippi, et donc de couper la Confédération en deux. Donc c'est un théâtre d'opération majeur. Et puis même on se bat encore plus, plus à l'ouest, au Texas, et là aussi ça a sa propre importance stratégique, parce que les Confédérés, par exemple, menacent un temps de s'emparer du Nouveau-Mexique, de couper la route de la Californie, donc il y a des enjeux importants aussi. Et puis un front qu'on oublie souvent, qui est tout simplement le front maritime, c'est-à-dire que l'Union va multiplier les opérations amphibies et s'emparer d'une partie des côtes du Sud, assiéger Charleston pendant 2 ans, s'emparer de certains forts, en bloquer d'autres. Enfin, il y a une dimension vraiment aussi très importante côtière, j'allais dire.
Alors, et c'est vrai que le domaine naval est un domaine où la supériorité du Nord est incontestable, et un blocus a été tenté ou réalisé vis-à-vis du Sud. Est-ce que ce blocus est efficace, je veux dire en termes d'impact militaire, et quel impact a-t-il eu sur les civils? Est-ce qu'ils ont pu se ravitailler, commercer comme en temps Alors, normal? alors, en termes militaires et stratégiques, il a eu un impact réel, mais très progressif. Mhm. C'est-à-dire qu'au début, la flotte de l'Union n'a tout simplement pas les moyens de bloquer des milliers de kilomètres de côte, et donc on va instaurer un blocus qui va être de plus en plus important, mais qui reste, voilà, les mailles du filet sont quand même assez grosses. Mais par contre, l'impact sur les civils va se voir très rapidement parce que ça va limiter drastiquement les importations et à la fin de la guerre les bloquer complètement. Donc ça va priver le Sud de produits, de certains produits de première nécessité, de café, de sucre, voilà. Le ravitaillement est très mauvais. Paradoxalement, c'est une région rurale, donc on a l'impression que les vivres abondent. Mais d'une part, les cultures sont largement consacrées au coton et au tabac et aux cultures de rapport, donc pas aux cultures vivrières. Et d'autre part, le réseau de transport ferré qui va se dégrader avec le temps va empêcher va fortement impacter la possibilité de transporter ce ravitaillement à travers le pays. Donc oui, le blocus joue un rôle qui est décisif à long terme. Quel découpage chronologique vous faites de la guerre de sécession? Parce que classiquement, on distingue une première phase, j'ai l'impression, où le Sud remporte plus de victoires, et puis ensuite, à partir de juillet 1863 et la bataille de Gettysburg, le Nord inverse la tendance. Mais est-ce que ce découpage est trop simpliste? Oui, c'est effectivement, ça participe d'une vision un petit peu simple de ce Hmm. conflit. En réalité, les deux camps ne cherchent pas la même chose. Le Nord cherche à envahir le Sud dans le sens où à forcer le Sud à déposer les armes, donc est stratégiquement à l'offensive, tandis que le Sud cherche simplement à se défendre et à préserver son indépendance. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes, et en réalité, le Sud va poursuivre son objectif d'indépendance pendant 4 ans. Par à-coup, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phases dans lesquelles le Nord est à l'offensive. Au printemps 1862, par exemple, les observateurs sont certains que la guerre n'a plus que quelques mois à vivre parce que le Sud est acculé, Richmond est assiégé, et on pense que ça va être terminé très vite. Et en réalité, il y a un redressement qui s'opère. Après la bataille de Gettysburg, c'est pareil, la guerre dure 1 an et demi, il y a encore un redressement qui s'opère en 1864. Très longtemps, le Sud confédéré a cet espoir de lasser l'opinion du Nord suffisamment pour qu'elle abandonne le combat finalement. Donc on n'est pas dans une structure linéaire avec un début, un milieu, une fin, et puis une phase ascendante et une phase descendante. On est plutôt sur une structuration un peu rythmique qui est faite d'espoir et de déception de la part du Sud, mais tout ça se prolonge très tardivement, j'allais dire. Jusque fin 1864, il y a encore l'espoir pour le Sud d'obtenir quelque chose. Moi, mon sentiment à la lecture du livre, c'est qu'en fait, le même scénario va se répéter pratiquement 4 années de suite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gains territoriaux ne sont jamais décisifs, ils succèdent aux pertes, tout s'équilibre, et en fait, quasiment à chaque hiver, les armées reprennent leur quartier d'hiver et les combats s'arrêtent, et au printemps, on reprend pratiquement au même point que l'année d'avant. C'est ça. Est-ce que Alors, c'est pas tout à fait exact dans le sens où il y a quand même une progression du Nord assez régulière. Par exemple, je disais tout à l'heure, en 1863, quand le Mississippi coupe la Confédération en deux, ça c'est vraiment quelque chose de stratégiquement très lourd. Il y a des régions entières, le Tennessee par exemple, qui va assez rapidement basculer, être occupé par l'Union. Donc il y a quand même une progression territoriale, mais effectivement, en termes de haute stratégie, j'allais dire, on est sur une situation qui revient un petit peu toujours au même point, en particulier dans l'Est, avec l'affrontement entre les deux principales armées, qui est faite de victoires et de défaites, et où effectivement chaque été, on s'affronte, le Sud commence à prendre l'avantage, et puis finalement est renvoyé dans ses tranchées, et puis on pense ses plaies pendant l'hiver, et on part au printemps suivant. Ça, c'est tout à fait exact, et ce qui explique aussi la durée de la guerre. Et dans cette guerre qui est peut-être, vous le dites, la première grande guerre contemporaine, on cherche plus vraiment comme avant la bataille décisive, non? Alors, un petit peu aussi dans le sens où on espère. Lee, par exemple, espère très longtemps remporter une victoire suffisamment spectaculaire pour que l'opinion publique du Nord en soit retournée
ou que l'opinion internationale en soit suffisamment frappée pour que l'Europe reconnaisse par exemple la Confédération. Donc il espère cette espèce d'Austerlitz, vraiment la bataille, ce qu'on appelle la bataille décisive, qu'on ne trouve jamais vraiment, mais bon. Mais cet espoir-là, finalement, il va effectivement s'atténuer avec le temps, dans le sens où quelqu'un comme Grant comprend parfaitement que c'est une guerre d'usure finalement, et que lui, Grant, sait très bien que le Nord a toutes les cartes en main pour la gagner et que le Sud ne pourra pas la gagner. Donc on est toujours à la recherche de cet événement suffisamment marquant pour réorienter le cours de la guerre, mais on ne le trouve jamais. Donc on est entre ces deux approches. Une autre impression que j'ai eue en lisant vos descriptions de bataille, alors dans le livre, il y a beaucoup de cartes qui détaillent les principales campagnes durant la guerre, et puis certaines cartes qui sont consacrées aux principales batailles. J'ai l'impression qu'il y a assez peu de victoires nettes, écrasantes, et que, vous le dites assez régulièrement, à la fin de la journée ou des 2 jours de bataille, les 2 camps sont épuisés et finalement le vainqueur n'a plus l'énergie et les hommes nécessaires pour porter le coup de grâce à l'ennemi vaincu. Oui, tout à fait. Alors là, on est au cœur de l'évolution, voire de la révolution militaire en cours qui débute au milieu du 19e et qui va aboutir à la guerre 14. C'est-à-dire une augmentation assez rapide de la puissance de feu et de la portée des armements. Alors on en est encore qu'au tout début, là, pendant la guerre de sécession, mais qui rend finalement l'infanterie assez impuissante. Elle s'épuise très vite, il est très difficile d'attaquer. Quand on réussit à prendre un objectif, c'est au prix d'assauts très lourds et très meurtriers. Et donc finalement, à la fin de la journée, il est très rare que les conditions soient réunies pour lancer une poursuite de l'adversaire, par exemple. Donc les batailles ne sont jamais vraiment achevées. On conserve le terrain, on considère être vainqueur parce qu'on a infligé plus de pertes qu'on en a subi, mais les armées ne sont jamais véritablement, sauf pour des affrontements limités, mais ne sont jamais vraiment en position d'écraser l'adversaire. Oui, parce que la plupart des combats, de ce que j'ai lu, opposent des effectifs à peu près comparables, en tout cas du même ordre de grandeur, et le nombre de décès, sauf exception, est à peu près aussi similaire de part et d'autre, et donc finalement, on a perdu à peu près autant d'hommes d'un côté que de l'autre, et il y a, j'ai l'impression, aucune victoire écrasante, et puis aussi, il y a assez peu de surprises, non? De situations qui paraissaient complètement perdues, qui est retournée. Alors, il y a un certain nombre au plan tactique, un certain nombre de choses quand même. Si on prend la bataille de Chancellorsville, par exemple, en 1863, qui est une manœuvre de contournement de l'armée du Nord par Lee et Jackson et son lieutenant Jackson, qui est quand même assez extraordinaire. Il y a la bataille de Chattanooga, par exemple, quand Grant contre-attaque à Chattanooga et que l'armée confédérée, qui était pourtant parfaitement retranchée, s'effondre d'un seul coup. Donc il y a un certain nombre quand même de surprises tactiques et de renversements de situation. Mais c'est vrai qu'il est plus difficile de manœuvrer, encore une fois, avec ces armements qui ont des portées beaucoup plus longues. Et puis on est dans un pays où les infrastructures sont assez limitées, donc il y a assez peu de routes pour marcher vite, pour contourner l'adversaire. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup de collines, beaucoup de cours d'eau. Les généraux sont des professionnels, mais enfin, surtout au début de la guerre, ils n'ont pas commandé plus de quelques centaines d'hommes au mieux. Donc, voilà, c'est très difficile de faire se mouvoir des masses et en plus des masses de volontaires, c'est-à-dire des soldats qui n'ont pas des années d'entraînement dans les pattes. Donc, tous ces facteurs font qu'effectivement, il y a beaucoup de batailles, comme vous le disiez, sont assez statiques ou sont assez peu. On se retrouve avec deux armées assez comparables qui se font front et puis qui essaient de se bousculer l'une l'autre, mais sans vraiment y parvenir. Il y a des exceptions, mais globalement, on est dans ce modèle-là. Oui, parce que les guerres précédentes sur le territoire américain, c'était la guerre anglo-américaine en 1812 et la guerre contre le Mexique en 1846-1848. Donc c'est vrai que là, en 1861, au début de la guerre, on a assez peu de vétérans finalement dans les deux armées. Alors, la plupart des officiers ont connu la guerre du Mexique. Ils étaient jeunes officiers à l'époque. Et ils sont souvent, j'allais dire, soit en milieu de carrière, soit en fin de carrière au moment de la guerre de sécession. Mais la guerre du Mexique, on n'est pas du tout à la même échelle. On est sur quelques dizaines de milliers d'hommes au maximum qui ont été mobilisés pour la campagne contre Mexico. Là, on passe véritablement à une échelle supérieure, et donc ce sont encore une fois des professionnels
accomplis. Hein. Lee ou Grant ont été formés à West Point, qui est une excellente académie militaire, mais qui sont les équivalents européens de ce que sont des lieutenants ou des capitaines, quoi. Ils commandent des compagnies, des bataillons, mais jamais, ou peut-être un régiment au maximum, mais jamais ils n'ont été à la tête de divisions ou de corps d'armée à l'européenne. Et pour vous, quelle est la plus grande bataille sur le plan tactique? La plus grande bataille. Question difficile. Ouais, tout dépend ce qu'on entend par là. Je parlais de Chancellorsville, qui est l'une des plus spectaculaires de par ses rebondissements assez inattendus, puisque l'armée sudiste quand même arrive à remporter une nette victoire à 1 contre 2 et dans des conditions a priori désespérées. Mais il y en a d'autres. Par exemple, j'allais dire l'une des manœuvres les plus spectaculaires, c'est pas une bataille en tant que telle, c'est la campagne de Grant, la campagne de Vicksburg, où il arrive alors je prends pas dans les détails, mais en gros arrive à contourner les défenses confédérées par le fleuve, arrive à front renversé en risquant sa propre ligne de communication, sépare les forces ennemies en deux et arrive à assiéger la ville. Il y a une manœuvre qui est brillante en termes de réalisation. Puis il y a un certain nombre d'autres épisodes. Gettysburg, par exemple, on s'en rend pas compte, mais pendant 2 jours, c'est une victoire assez nette sudiste. Ça n'est que le 3e jour que l'armée de Lee vient véritablement s'écraser frontalement sur les défenses du Nord, mais les 2 premiers jours j'allais dire le premier jour, c'est presque une balade de santé pour l'armée de Lee. Donc il y a des. Et pourquoi cette inversion à Gettysburg? Est-ce que c'était une confiance excessive ou est-ce que c'est le Nord qui a manœuvré différemment? Alors, parce que c'est une bataille quand même emblématique. C'est la 2e fois que les armées du Sud montent au Nord. Elles avaient été défaites en 1862 à la bataille d'Antietam, et là, en juillet 1863, à la bataille de Gettysburg, et c'est quand même un coup d'arrêt net. Alors pourquoi cette inversion après 2 jours où le Sud semblait l'emporter? Bon, c'est une bataille de rencontre qui n'a été voulue ni par l'un ni par l'autre. Lee était parti donc pour envahir la Pennsylvanie, pour menacer le Nord dans son cœur, et l'idée étant d'obliger l'armée nordiste à l'attaquer en position défavorable. Et en réalité, il s'avère une bataille de rencontre. Donc les avant-gardes de son armée rencontrent celle de l'armée du Potomac, et petit à petit, les troupes sont agrégées à ce champ de bataille. On rappelle tout le monde, hein, les 2 armées se concentrent à cet endroit-là, et donc les 2 premiers jours sont nettement à l'avantage du Sud, qui arrive à refouler l'armée du Potomac jusque sur les fameuses hauteurs de Cemetery Hill et qui sont au sud de Gettysburg. Et là, par contre, la concentration de l'armée du Potomac et une résistance vraiment très solide fait que Lee espère jouer son va-tout le 3e jour en disant voilà, je vais jeter toutes mes réserves dans la bataille, je vais porter un coup décisif et ils vont s'effondrer. Et en réalité, c'est son armée qui est taillée en pièces le 3e jour. Vous avez écrit un livre il y a 5 ans qui s'intitulait « Le Sud pouvait-il gagner la guerre de sécession ?» Est-ce que ça passait, cette victoire, par une occupation territoriale du Nord ou la prise de Washington? Alors la prise de Washington aurait été, elle est difficilement imaginable au vu de la densité des défenses qui ont été érigées en 1861-62, mais en supposant que Washington soit tombé, ça aurait été un coup quand même politique plus que sérieux porté à la cause de l'Union, et on peut imaginer qu'effectivement les répercussions auraient été suffisamment lourdes pour envisager une paix, ou en tout cas un compromis. Maintenant, encore une fois, ce que le Sud espère, c'est de résister suffisamment, avec suffisamment de volonté et suffisamment de succès pour lasser le Nord et amener l'Europe également à considérer voilà, ils sont assez défendus, donc c'est un vrai pays, donc on va les reconnaître, donc on va faire sauter le blocus, etc., etc. Donc c'est un espoir qui est un espoir de politique et qui finalement va s'avérer, au vu des circonstances, assez chimérique. Mais comme le rappelle Macpherson, qui est quand même la sommité en matière d'histoire du conflit aux États-Unis, il faut pas oublier la contingence événementielle dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre d'événements qui auraient pu se produire autrement et qui auraient pu être suffisamment marquants pour renverser le cours du conflit. Vous l'avez dit, le Sud notamment a essayé d'obtenir une reconnaissance politique des Européens. Pourquoi est-ce que la France et l'Angleterre ne se sont pas plus impliquées dans ce conflit? Ne serait-ce que de manière symbolique, parce que par exemple, au même moment, la France menait une guerre au Mexique, donc pouvait peut-être aussi être
être alliés au Sud contre le Nord. Pourquoi est-ce que Oui, les Français ne sont pas impliqués dans cette guerre? Napoléon III était plutôt favorable au Sud à titre personnel. Effectivement, son entreprise au Mexique correspondait assez à la déchirure des États-Unis, parce que ça lui laissait finalement les mains libres, et les sudistes voyaient ça d'un œil, alors non pas favorable, mais enfin, auraient été prêts à une coopération si ça pouvait leur permettre de conserver leur indépendance. Mais le problème de Napoléon III, c'est d'une part, il doit faire avec l'Angleterre. Il peut pas envisager de bouger seul, en tout cas contre l'Angleterre. Et l'Angleterre, qui pourrait être aussi tentée au niveau des élites d'intervenir pour le Sud, en réalité est très prise par son opinion publique, tout simplement, et en particulier la classe ouvrière européenne, qui est alors totalement vent debout contre l'idée de défendre les esclavagistes. Et l'arme que veut utiliser le Sud pour convaincre les Européens, c'est le coton, puisque l'essentiel du coton des industries textiles européennes vient du Sud, et donc les confédérés se disent, si on tarit, la source de coton, les Européens seront obligés d'intervenir. En réalité, c'est exactement le contraire qui va se passer. C'est que l'Angleterre, en particulier, va se dire, puisqu'on n'a plus le coton du Sud, on va s'ouvrir de nouveaux marchés de production, en particulier en Inde et en Égypte. Et donc, la meilleure arme économique du Sud a finalement périclité comme ça. Donc, pour répondre simplement, les pays européens sont un petit peu dans l'expectative, attendant que un événement suffisamment spectaculaire puisse leur permettre de justifier éventuellement un soutien au Sud, ce qui n'arrivera jamais. Oui, et dans le livre, vous évoquez aussi le rôle des Noirs dans l'armée du Nord, avec la création des United States Colored Troops. Qui composait ces corps? Est-ce que c'était des esclaves anciennement du Nord affranchis, ou est-ce que c'était des esclaves qui ont fui le Sud? Alors c'était un peu de tout, c'est-à-dire d'abord les Noirs libres ou qui avaient fui ou qui fuient au début de la guerre, qu'on appelle d'abord les contrebandes, c'est-à-dire que les nordistes recevant ces esclaves en fuite savaient pas trop quoi en faire. Au début, on les considère toujours d'ailleurs comme des esclaves en fuite, et puis ensuite on dit voilà, c'est des biens de contrebande qu'on va conserver contre leurs propriétaires. Et puis finalement, au fil du temps, en 1863, on se met là cette fois à créer de véritables troupes combattantes noires. Et là, ce sont tous les Noirs du pays, en particulier celles des régions libérées par les armées fédérales, qui vont se porter massivement volontaires. Jusqu'à 180 000 au total. En 1865, ils forment à peu près 10% des armées du Nord. Donc c'est un phénomène progressif. Il faut bien voir aussi que la population noire du Nord est très faible. C'est à peu près 250 000 libres qui vivent dans les États libres. Et il y a 4 millions d'esclaves et à peu près 250 000 libres dans les États du Sud aussi. Donc c'est effectivement la grande masse des volontaires, c'est évidemment des esclaves, soit d'anciens esclaves, soit des esclaves en fuite dans le cours du conflit. On l'a dit en introduction, la différence de population est importante entre le Nord et le Sud, et le nombre de victimes étant à peu près identique dans les deux camps, le Sud va être très vite confronté à un problème de recrutement, avec une conscription qui va être initiée. Et à la fin de la guerre, vous dites que il a été évoqué par certains dans le Sud la possibilité d'incorporer des Noirs dans les rangs de l'armée. Est-ce que c'était une hypothèse sérieusement envisagée? Au début, pas du tout. C'était quelque chose d'exclu. Même dans le Nord, d'ailleurs, on excluait la première année du conflit, on exclut totalement d'armée des Noirs. Et alors dans le Sud, c'est encore plus marqué parce que ça infirme en fait le fait de transformer les esclaves en soldats. D'une part, ça oblige moralement à envisager un affranchissement. Certains émettent l'idée qu'on pourrait les garder en esclavage et en les transformant en soldats, mais Général Lee, par exemple, explique que c'est totalement absurde. Donc, cette idée d'armer les esclaves qui infirme totalement toute la philosophie sudiste, j'allais dire, qui considère que les Noirs ne sont heureux, j'allais dire, qu'en esclavage, parce qu'on s'occupe de leurs besoins, voilà. Donc on n'imagine pas. Encore une fois, je parle de la philosophie sudiste. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas votre opinion personnelle. Voilà, absolument. Donc pendant très longtemps, cette idée-là est totalement impensable, mais à partir de 1863-64, ça commence à faire son chemin dans certaines têtes devant le catastrophique déséquilibre des moyens militaires. Et fin 1864, effectivement, les projets là commencent à se
à prendre corps. On envisage de recruter des soldats noirs dans les armées confédérées en échange de l'affranchissement de leur famille. Mais ça se fait tellement progressivement et ça se fait avec tellement de mauvaise volonté de la part de beaucoup de responsables du Sud que finalement, au printemps 65, ça n'a encore abouti quasiment à rien. C'est-à-dire que la loi est votée de mémoire en février, qui permet d'armer les esclaves, février 65. En avril, il y a 2 compagnies à Richmond et qui sont même pas armées. Donc, par contre, ça peut poser la question de ce que ça aurait pu donner si le conflit avait duré plusieurs mois. Pour chaque bataille, donc je l'ai dit, vous recensez le nombre de morts et de blessés, et un bilan, vous dites, qui a été réévalué à la hausse ces dernières années pour atteindre à peu près 750 à 800 000 morts. Et surtout, il y a un tableau dans le livre qui indique que plus de la moitié des décès étaient liés à des maladies et non au combat. Et ça, vous en parlez en fait assez peu dans le livre. C'était des maladies contractées pendant les combats, ou est-ce que c'était lié au blocus, aux conditions de vie de la population civile? Alors c'est soit effectivement ça peut être les blessures qui s'infectent, c'est le cas du général Jackson par exemple, qui est blessé par une balle de ses propres troupes à Chancellorsville et qui finalement meurt d'une surinfection de sa blessure. Mais c'est essentiellement non, c'est des épidémies qui sont endémiques au sud, qui sont c'est une région assez chaude, voire tropicale si on descend vers la Floride. Donc il y a des épidémies assez endémiques et si on prend l'exemple des civils, le général Lee perd une fille pendant la guerre, le général Longstreet aussi, enfin un certain nombre de gens qui meurent régulièrement. Et c'est quelque chose qui est aggravé par les problèmes d'hygiène et les problèmes de ravitaillement qu'on trouve dans les camps militaires, à plus forte raison dans les camps de prisonniers comme celui d'Andersonville, qui est très célèbre pour son taux de mortalité. Donc il y a effectivement, ça tombe un peu comme des mouches. Effectivement, c'est un peu, là aussi, c'est une toile de fond. C'est les camps militaires, on a régulièrement une partie des effectifs qui est en permanence malade, dont beaucoup ne reviennent pas parce que soit ils se remettent pas du tout, soit ils en meurent. Et au final, on a effectivement un conflit où on a presque 2/3 de morts par maladie ou par malnutrition ou par les conséquences de la malnutrition que par les combats eux-mêmes, oui. On a parlé au départ de l'état des forces militaires au début de la guerre. Comment ça a évolué, cette expertise, durant ces 4 années? Et disons, en 1865, à la fin de la guerre, comment se compare la future armée américaine aux armées européennes de l'époque? Alors, je suis pas certain qu'elle se compare véritablement. Se pose pas vraiment de questions par rapport à tout ça. Général en chef, c'est Grant, puis ça. Ceux qui vont lui succéder ensuite, c'est Sherman et Sheridan, et ce sont des soldats de terrain, quoi. C'est pas des théoriciens ni les uns ni les autres. Mais enfin, disons qu'en termes d'expertise, ce qu'apprennent les Américains à cette époque-là, c'est que, en particulier l'importance des fortifications de campagne, l'importance de la puissance de feu, de l'artillerie à longue portée et qui se fait de plus en plus importante, et également des fusils rayés, parce que pour le coup ils expérimentent véritablement ce que ça peut être. Donc là, finalement, la fin des tactiques napoléoniennes classiques, mais leur problématique à eux, c'est que c'est pas un conflit vraiment reproductible, la guerre de sécession. Les problématiques militaires américaines, c'est essentiellement contre les tribus indiennes, éventuellement contre le Mexique. Enfin, ce sont des conflits d'intensité limitée. Donc finalement, l'expérience de la guerre de sécession va être un petit peu unique dans les annales et pas donner lieu vraiment à une théorisation importante. Le terme symbolique de la guerre, c'est la reddition du général Lee face au général Grant à Appomattox le 9 avril 1865. Les combats vont encore durer quelques semaines, vous dites. Et le 6 décembre 1865, donc en fin d'année, le 13e amendement qui abolit l'esclavage dans l'ensemble de l'Union est définitivement adopté. Et puis après, s'ouvre une période de reconstruction jusqu'en 1877. Alors, c'est pas l'objet principal du livre, bien sûr, mais est-ce que vous considérez qu'elle a été menée suffisamment loin, cette période de reconstruction? Alors c'est pas effectivement, j'en parle en conclusion, c'est pas ma spécialité non plus, donc je veux pas m'avancer. Faut dire par exemple, si le lecteur anglophone, il y a pas d'ouvrage en français important sur cette période-là à ma connaissance, mais faut lire par exemple les travaux d'Eric Foner, qui est le grand spécialiste aux États-Unis de cette période. Mais globalement, c'est une période d'échec parce que
finalement, on essaye de créer une société où les Noirs prennent toute leur place politiquement, deviennent des citoyens à part entière, et ce sont j'allais dire la vieille société blanche qui arrive finalement à reprendre le dessus. Alors c'est matiné c'est une période qui est pleine de violence. Alors on parle beaucoup du Ku Klux Klan, mais il n'y a pas que le Ku Klux Klan. Il y a une très très forte opposition entre les communautés qui tourne parfois à la bataille rangée. Donc, il y a véritablement des événements extrêmement lourds et douloureux et meurtriers. Et finalement, en 1876, ce qui se passe, c'est qu'il y a une élection présidentielle qui est tellement disputée. On n'arrive pas à départager le candidat démocrate du candidat républicain, et en fait il y a un deal entre les deux partis qui consiste à dire écoutez, on laisse le républicain être élu, et auquel cas on vous laisse un peu les mains libres dans le sud pour reprendre les rênes. Donc c'est une période qui s'achève sur le dos des Noirs finalement, parce que c'est ce qui va donner derrière toutes les lois Jim Crow et cette émancipation ratée finalement de la communauté afro-américaine. Pour conclure, quel est aujourd'hui l'héritage des grandes figures du Sud? On a vu des statues de Lee déboulonnées, les drapeaux confédérés retirés. Quelle est la perception de cette époque aujourd'hui, et notamment dans le Sud? Alors c'était très très difficile à dire, parce qu'aujourd'hui on a l'impression, à voir les actualités, à voir la façon dont réagissent les Américains, qu'il y a une majorité de plus en plus écrasante qui considère que tous ces symboles confédérés, toutes ces statues, sont unanimement des symboles racistes, exclusivement des marqueurs d'oppression qu'il faut éliminer. Mais c'est un sentiment qui en fait était très graduel jusqu'aux événements de Charlottesville en 2017. La majorité de l'opinion américaine était contre le fait de déboulonner des statues sudistes, par exemple. Et dans le Sud, il y a cette histoire qui est effectivement paradoxale, parce qu'elle est faite de racisme qui est absolument indéniable, mais aussi d'un souvenir d'une guerre qui a été un événement extrêmement fort, extrêmement meurtrier, extrêmement traumatisant, qui est aussi une mémoire de ce Sud-là qui existe et qu'on peut pas non plus totalement balayer d'un revers de main. Donc par exemple, si on prend les spécificités du Sud, le nom de Sherman, qui est très fréquemment encore exécré dans beaucoup de coins du Sud encore aujourd'hui, parce que c'est lui qui a mené des campagnes extrêmement destructrices en Géorgie et dans les Carolines. Donc il y a toute cette problématique-là. Il y a aussi un côté folklorique, le côté rebelle contre l'autorité centrale du gouvernement. Donc, il y a tout un tas de choses qui se mélangent et qui aujourd'hui se traduisent par un espèce de rejet assez unanime, de renversement de l'opinion, qui fait qu'on a un rejet assez unanime de tout ce qui rappelle une symbolique confédérée finalement. Alors, je voudrais terminer par 2 clins d'œil à la culture populaire. Vous ouvrez le livre par une citation du film Le Bon, la Brute et le Truand, où le truand s'exclame « When you have to shoot, shoot, don't talk ». Vous l'avez vu combien de fois, ce film? Comme beaucoup de gens, j'ai vu très souvent. C'est un de mes films cultes, donc là c'était véritablement un clin d'œil, parce que c'est quelque chose qui est pas non plus évident, mais voilà, la toile de fond du Bon, la Brute et le Truand, c'est la guerre de sécession dans l'Ouest. Alors de manière totalement irréaliste, mais ça existe, voilà. Ce sont des événements qui sont peu connus, mais ça existe au Nouveau-Mexique, en Arizona, on s'est battu là-bas aussi. Donc voilà, c'était le clin d'œil à Tuco. Oui, et l'autre clin d'œil, c'est les bandes dessinées. Il y a Les Tuniques Bleues et La Jeunesse de Blueberry. Vous préférez quelle série, vous? Alors, je dois confesser que j'ai jamais été un grand fan de BD. Blueberry, j'ai dû en lire un ou deux dans toute ma vie. Et Les Tuniques Bleues un peu plus, mais sans être passionné. Mais je savais que pour beaucoup de gens, c'était une porte d'entrée pour cette guerre, effectivement, qui est connue essentiellement par ce genre de biais-là, soit par une série télévisée, soit par un film, soit par une BD. Et donc cette Tunique Bleue en particulier, c'est pas très réaliste non plus, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque album est vraiment basé sur un aspect de la guerre bien réel, ou sur un événement de la guerre bien réel. Et donc tout ça, c'est de la culture aussi, donc c'est très intéressant. Oui, c'est une belle porte d'entrée, comme vous dites. Ouais. Merci beaucoup, Vincent Bernard. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre livre, La guerre de sécession, la Grande Guerre américaine, 1861-1865. C'est aux éditions Passé Composé et disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je compte sur vous pour liker, commenter, vous abonner sur votre appli de podcast favorite et sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup et à bientôt.